Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient ce que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse, là, d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne.
Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuilles brillantes repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogwallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination.
La terre rouge et aride tremble sous vos pieds. De larges crevasses s'ouvrent brusquement, menaçant de vous engloutir. Pourtant, à la différence de la Terre, ces secousses ne proviennent pas des entrailles de la planète. Elles sont provoquées par une menace venue de l'espace. Des scientifiques ont récemment fait une découverte saisissante au sujet des séismes martiens. En exploitant les données d'InSight de la NASA, ils ont établi que certains de ces tremblements étaient dus à des impacts de météorites. Cela signifie que Mars est frappé 2,5 fois plus souvent que ce que l'on croyait, et que de nouveaux cratères naissent constamment. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que ces impacts ne se contentent pas d'ébranler la surface. Ils propagent d'intenses ondes de choc jusque dans les profondeurs de la planète, révélant l'existence d'un réseau sismique insoupçonné et un intérieur instable, à 1000 lieues de ce que nous imaginions. Cela bouleverse notre compréhension de Mars. La question cruciale désormais est, que reste-t-il à découvrir sous sa surface? Commençons néanmoins par suivre le raisonnement des chercheurs. Ils ont comparé les données sismiques issues du module InSight de la NASA avec les nouveaux cratères recensés par le Mars Reconnaissance Orbiter. C'est ainsi qu'ils ont constaté que certains impacts engendraient une autoroute sismique traversant le manteau, au lieu d'être amortis par la croûte. Bien que la mission ait été interrompue en 2022, les données recueillies demeurent d'une grande valeur. L'atterrisseur, qui avait déployé un sismomètre sur le sol martien, a enregistré plus de 1300 séismes, certains provoqués par la fracturation des roches internes sous l'effet de la chaleur et de la pression, d'autres, semble-t-il, par des météoroïdes percutant la surface martienne. En analysant la propagation des ondes sismiques à travers la croûte, le manteau et le noyau, les chercheurs poursuivent leur reconstitution de l'architecture interne de Mars. Par le passé, ils avaient déjà mis en relation les cratères d'impact avec les relevés sismiques. Ces nouvelles recherches constituent néanmoins la première fois qu'un impact récent a été formellement corrélé à des secousses enregistrées dans la région de Cerberus Fossae, une zone fortement active située à 1600 km de la sonde InSight. Ce cratère de 21 mètres de diamètre a été détecté bien au-delà de la distance que l'on estimait compatible avec l'intensité des ondes générées. Jusqu'ici, on pensait que la croûte martienne absorbait la majeure partie de l'énergie libérée par les impacts, limitant ainsi la portée des ondes sismiques. Mais l'examen de ce cratère a révélé que les vibrations, loin d'être amorties, ont suivi un trajet plus direct et plus profond à travers le manteau. Cette découverte inattendue suggère l'existence d'une autoroute sismique sur Mars, permettant aux secousses de se propager sur de bien plus grandes distances qu'on ne l'imaginait. L'équipe d'InSight doit désormais revoir ses modèles concernant la structure et la composition interne de la planète. Une meilleure compréhension de la manière dont les signaux sismiques générés par impact atteignent de telles profondeurs pourrait en découler. Le traitement manuel de ces données colossales aurait exigé des années, mais de nouveaux outils permettent aujourd'hui de réduire en quelques jours des dizaines de milliers d'images à une poignée seulement. Les chercheurs ont donc ciblé les cratères situés dans un rayon d'environ 3000 km autour de la position d'InSight. Leur objectif était de repérer ceux qui s'étaient formés durant l'activité du sismomètre. En comparant les clichés capturés avant et après par la Context Camera, ils ont identifié 123 cratères récents à croiser avec les données sismiques. Parmi eux, 49 correspondaient potentiellement à des secousses enregistrées. Et après analyse supplémentaire, c'est le cratère de 21 mètres situé dans Cerberus Fossae qui a été retenu comme la découverte majeure. Cette avancée pourrait permettre aux scientifiques de mieux distinguer les signaux liés à des séismes internes de ceux provoqués par des impacts de météoroïdes. Jusqu'à présent, Cerberus Fossae était considéré comme une source importante de vibrations sismiques de haute fréquence liées à des phénomènes internes. Mais les nouvelles données indiquent qu'une part de cette activité pourrait, en réalité, avoir pour origine des impacts venus de l'extérieur. Un autre mystère que les scientifiques tentent de percer depuis un demi-siècle est la raison pour laquelle Mars présente deux hémisphères aussi distincts. Les enregistrements des séismes martiens pourraient enfin leur avoir fourni une piste. Depuis les années 70, les scientifiques ont établi que Mars se divise en deux grandes zones distinctes. Les basses plaines septentrionales s'étendent sur près des 2/3 de l'hémisphère nord, tandis que les hautes terres méridionales occupent le reste. Ces dernières s'élèvent à près de 5 km au-dessus des plaines du nord, et leur croûte, cette enveloppe externe semblable à une carapace, s'y révèle plus épaisse. Cette étrange asymétrie géologique porte le nom de dichotomie martienne. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cet écart. La première évoque un processus interne encore mal compris, qui aurait façonné cette dissymétrie. La seconde suppose qu'un gigantesque impact, sans doute provoqué par un corps céleste de la taille d'une lune, ou par une série de collisions plus modestes,
aurait profondément remanié la surface martienne. Cependant, l'ancienneté du sol martien complique l'identification précise de l'événement en cause. Mais une étude récente, publiée le 27 décembre 2024, s'est appuyée sur les données sismiques recueillies par l'atterrisseur InSight, afin de déterminer si cette singularité trouvait son origine dans les profondeurs mêmes de la planète. Installée à proximité de la frontière séparant les basses plaines nordiques des hautes terres méridionales, InSight avait pour mission d'enregistrer les ondes issues des séismes martiens, lesquels traversent le manteau, cette couche rocheuse située sous la croûte. Les chercheurs ont ainsi comparé le comportement de ces ondes sous chacune des deux régions, dans l'espoir d'y déceler d'éventuelles différences structurelles. Leurs observations ont révélé que les ondes sismiques s'amortissaient ainsi bien plus rapidement en traversant les hautes terres du sud. Cela indique que le manteau situé sous cette région est notablement plus chaud que celui du nord. Ce constat vient renforcer l'idée que des forces internes, et non un événement d'origine externe, seraient à l'origine de cette séparation géologique. L'équipe de recherche estime que cet écart thermique pourrait remonter à une ancienne activité tectonique qui, jadis, modela la planète avant de cesser en deux. Autrefois, Mars aurait en effet possédé un système de plaques tectoniques mobiles, comparable à celui de la Terre. En se déplaçant, ces plaques et le magma sous-jacent auraient pu engendrer la dichotomie martienne. Mais ce mouvement s'étant interrompu, il aurait laissé place à ce que les spécialistes appellent un couvercle stagnant, une couche épaisse et rigide recouvrant les entrailles en fusion de la planète. Si cette hypothèse se confirme, elle impliquerait que le manteau sous les hautes terres du Sud continue lentement à s'élever, tandis que celui des basses plaines septentrionales s'enfoncerait davantage vers le noyau. Ce mécanisme en cours pourrait rendre compte de l'épaisseur accrue de la croûte martienne dans l'hémisphère sud. Néanmoins, l'éventualité d'un impact cosmique majeur à l'origine de cette dichotomie ne peut être totalement écartée. Certaines recherches récentes soutiennent qu'une collision colossale demeure une explication plausible. Pour trancher définitivement, il faudra recueillir davantage de données sismiques martiennes et affiner les modèles de la formation primitive de la planète. Au fait, si l'envie vous prend de visiter Mars, vous pourriez bien tomber nez à nez avec le protagoniste de cette vidéo, l'atterrisseur InSight. Son lancement était prévu pour mars 2016, mais un dysfonctionnement de l'un de ses instruments a forcé la NASA à repousser la mission. Il s'agissait d'une fuite dans le système de vide du sismomètre. Le décollage a donc été reporté à mai 2018, le temps de résoudre le problème. Mais ce retard a entraîné une hausse des coûts, passant de 675 à 830 millions de dollars. Malgré ce départ tardif, InSight a réussi à se poser sur Mars le 26 novembre 2018. Avec le temps, une accumulation de poussière a recouvert ses panneaux solaires, compromettant leur capacité à capter l'énergie. Fonctionnant uniquement grâce à ses panneaux solaires et à des batteries, l'atterrisseur dépendait aussi de rafales de vent occasionnelles, les fameux événements de nettoyage, pour déloger la poussière. Hélas, la zone d'atterrissage s'est révélée trop calme pour que de telles bourrasques se produisent régulièrement. En février 2021, en plein hiver martien, une épaisse couche de poussière avait réduit la production des panneaux à seulement 27% de leur rendement habituel. Pour préserver l'alimentation électrique, la NASA a résolu de faire entrer InSight en mode hibernation, désactivant peu à peu ses instruments pour maintenir ses circuits à température. L'équipe espérait qu'une amélioration du climat permettrait au module de se recharger et de reprendre ses activités vers juillet 2021. En mai, les ingénieurs ont trouvé une astuce ingénieuse. Utiliser le bras robotique pour verser du sable sur les panneaux afin que le vent puisse chasser un peu de poussière. Mais au fil des mois, la production d'énergie est tombée à 1/10 de ce qu'elle était à son arrivée. En juillet 2022, la NASA a basculé InSight en mode économie d'énergie pour qu'il puisse continuer à détecter des secousses martiennes. L'atterrisseur a tenu jusqu'à décembre 2022, puis, le 20 décembre, l'agence spatiale a annoncé avoir perdu le contact avec l'appareil 5 jours plus tôt. La mission a officiellement pris fin le 21 décembre 2022. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante qui pourrait changer le cours entier de l'exploration de Mars. Apparemment, il y a des océans d'eau liquide sur la planète rouge. Donc, l'avenir semble prometteur. Nous pourrions utiliser cette eau pour soutenir les missions futures, et ensuite même nous relocaliser sur Mars, puisque nous n'aurions pas besoin de nous inquiéter de l'endroit où obtenir ce liquide précieux. N'est-ce pas? Eh bien, il y a un gros problème. Ces océans d'eau liquide sont à l'intérieur de Mars, si profondément enfouis que nous ne sommes pas susceptibles d'y arriver. Du moins, c'est ce qu'affirme une nouvelle analyse des données sismiques collectées par l'atterrisseur Mars InSight.
d'énormes réserves d'eau liquide semblent être la meilleure explication pour certaines anomalies sismiques de la planète rouge. Ainsi, toute cette eau précieuse est hors de notre portée. Mais nous devons la trouver pour résoudre le puzzle de l'histoire aquatique de notre voisin rougissant et poussiéreux. Et la première chose que nous devons faire est d'identifier où se trouve l'eau et en quelle quantité la planète la cache. Maintenant, nos rovers s'affairent à la surface de la planète rouge, recueillant toutes les données disponibles sur la géologie de la surface de la planète. Et il devient de plus en plus évident que Mars était autrefois recouverte d'eau. De nombreux facteurs, des terrains martiens aux anciens lits de lacs asséchés et au delta, suggèrent qu'il fut un temps où la planète était assez détrempée. De nos jours, il y a encore un peu d'eau à la surface, et juste en dessous de la surface de Mars, mais elle est sous forme de glace et n'étant rien comparable à ce que Mars avait dans le passé lointain. Pour comprendre combien il aurait pu y avoir sur la planète rouge il y a des milliards d'années, nous devons savoir où toute cette eau est allée. Il y a 2 endroits où l'eau aurait pu aller, dans l'espace ou vers l'intérieur de Mars. Ensuite, elle aurait pu être isolée sous forme de réservoirs liquides ou de dépôts de glace. Actuellement, nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau qui s'est échappée autrefois. Mais maintenant, nous pouvons enfin en savoir plus sur le centre visqueux de la planète rouge. Tout cela grâce à l'atterrisseur Mars Insight. Il ne fonctionne plus. Mais de novembre 2018 à décembre 2022, il écoutait les bourdonnements et les grondements et surveillait l'activité sous ses pieds. Le fait est que les ondes acoustiques, générées par l'activité sismique en profondeur à l'intérieur de la planète, peuvent changer en fonction de la composition et de la densité du matériau à travers lequel ces ondes se déplacent. Et les scientifiques peuvent obtenir beaucoup d'informations en analysant le comportement des ondes sismiques. Dans ce cas, ils ont utilisé un modèle similaire à ceux utilisés pour cartographier les gisements de pétrole souterrains et les aquifères sur notre planète. Puis, avec l'aide de ce modèle, ils ont analysé les données recueillies par InSight sur Mars. Ils ont découvert que la meilleure explication pourrait être qu'il y avait une couche de roches fracturées dont les fissures étaient remplies d'eau profondément sous la surface de la planète rouge. Cette couche pourrait se trouver à une profondeur de 11 à 19 km. C'est pourquoi il serait extrêmement difficile pour les futures missions d'y accéder. Et pourtant, la nouvelle découverte pourrait nous aider à comprendre le cycle de l'eau martien. Confirmer l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide peut nous donner un aperçu de ce que le climat sur Mars était autrefois, ou de ce qu'il pourrait être un jour. Et si Mars avait eu beaucoup d'eau autrefois, elle aurait pu être habitable dans un passé lointain et pourrait le redevenir à l'avenir. L'eau est cruciale pour la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, les réservoirs d'eau souterrains sur la planète rouge pourraient déjà être habitables. Peut-être qu'en ce moment même, de minuscules micro-organismes ou même des créatures tentaculaires vivent leur vie dans le confort de leur demeure souterraine. Sur Terre, des mines ultra profondes abritent de la vie. Et le fond de l'océan, avec ses pressions immenses et incroyables, n'est pas non plus dépourvu de vie. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve de vie sur Mars. Mais pour l'instant, il semble que cet endroit ait le potentiel de soutenir la vie. Les données d'InSight ont montré qu'il n'y a probablement pas beaucoup de glace d'eau dans la croûte supérieure de la planète, du moins dans la région autour de l'atterrisseur. Mais s'il s'avère qu'il y a une couche riche en eau plus profondément sous la surface et s'étendant autour de tout le globe de la planète, alors il y aurait suffisamment d'eau pour remplir les lits des anciens océans et même plus. Mars n'est pas le seul endroit en dehors de la Terre où il y a de l'eau ou où nous pourrions un jour trouver de l'eau. Prenons par exemple la bonne vieille Lune. Sur le satellite naturel de la Terre, on peut trouver de l'eau partout à la surface. Mais ce n'est pas l'eau que vous imaginez peut-être. Sur la Lune, l'eau reste principalement sous forme de glace, et elle est répartie de manière inégale. Par exemple, les pôles de la Lune sont des régions qui ne reçoivent jamais la lumière du Soleil. C'est pourquoi elles sont extrêmement froides. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de glace là-bas. La glace dans ces zones est également souvent mélangée avec le sol lunaire et se cache profondément sous la surface. Ensuite, il y a Encelade, la 6e plus grande lune de Saturne. En réalité, elle n'est pas si grande, seulement 505 km de diamètre. En d'autres termes, cette lune est suffisamment petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. Oh, nous devrions essayer cela. Fait intéressant. Lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois à Saturne, les chercheurs s'attendaient à ce qu'Encelade soit une boule de glace gelée. Mais ce qu'ils ont vu, ce sont des panaches de particules de glace et de vapeur d'eau jaillissant de geysers à la surface de la Lune. Il était clair qu'il y avait un océan massif entre le noyau rocheux de la Lune
et sa coquille de glace. Ensuite, il y a la lune de Jupiter, Europe. Les scientifiques pensent que ce monde est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire en ce qui concerne la recherche de nouvelles formes de vie. Cela s'explique par le fait qu'Europe possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur allant de 64 à 161 km. Et même s'il se trouve sous une couche de glace qui serait probablement épaisse de 16 à 32 km, il est encore potentiellement habitable. Les astronomes croient que des panaches d'eau pourraient jaillir des fissures de la coque de glace et libérer le contenu de l'océan de la Lune dans l'espace. La température, la pression et la chimie sont très différentes sur Europe, et les astronomes ne savent pas encore comment la glace se comporte là-bas. C'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas encore déterminé à quelle profondeur ou quelle taille sont les réservoirs d'eau sur Europe et combien de temps ils ont besoin pour se recongeler. Mais parmi tous les endroits où nous pourrions trouver de l'eau dans l'univers, le plus bizarre est probablement l'espace ouvert. En 2011, 2 équipes d'astronomes ont découvert un nuage d'eau flottant librement parmi les étoiles. C'était le plus grand et le plus éloigné réservoir d'eau jamais détecté. Donc, ce nuage massif de vapeur d'eau entoure un trou noir, mais pas n'importe quel trou noir. C'est un quasar situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Les conditions autour de ce quasar doivent être vraiment spéciales pour créer une telle quantité d'eau. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume de toute l'eau de la Terre. Cela suffit à donner à chaque personne sur la planète l'équivalent de l'eau de toute une planète, 20 000 fois. Ça semble fou, non? Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau s'est formé seulement 1,6 milliard d'années après la création de l'univers lui-même. Cette découverte est encore un autre signe que l'eau a existé partout dans l'univers, même à ses débuts. Mais voici le point culminant. Jusqu'à cette découverte, les scientifiques n'avaient jamais détecté de vapeur d'eau aussi loin dans le temps. Bien sûr, il y a de l'eau dans notre galaxie, la Voie lactée, mais la plupart est gelée dans la glace. Cette découverte repousse vraiment les limites de ce que nous savons sur l'eau dans l'univers. La NASA a créé un super rover appelé Curiosity et l'a envoyé sur Mars pour découvrir tout ce que la planète rouge a à offrir, car elle deviendra peut-être notre prochaine demeure. Curiosity explore la surface de Mars, prend des mesures et recueille des données depuis plus de 10 ans, 2011. Et ce bon vieux Curiosity est tombé sur d'intéressantes roches froissées par les vagues dans une région de la surface martienne que l'on pensait beaucoup plus aride. Les scientifiques pensent que cette zone était en fait le lit d'un lac. Il pourrait en effet s'agir du fond d'un lac asséché, avec tous les sédiments et autres éléments qui s'y sont accumulés. Tout cela peut nous donner des indices importants sur l'histoire du lac. Par exemple, les types d'organismes qui ont pu y vivre, sa profondeur, sa durée d'existence, etc. Ces motifs striés formés par les vagues nous indiquent que ces roches ont pu se former à une époque où des vents puissants soufflèrent avec force sur les eaux de cet ancien lac. Vous connaissez ce son particulier que l'on entend lorsque l'on porte un coquillage à son oreille? Il est dû à la façon dont l'air est piégé à l'intérieur du coquillage et à son frottement contre les parois de celui-ci. L'air ne pouvant s'échapper, il vibre à des fréquences qui dépendent de la taille du coquillage. Et oui, vous avez l'impression d'entendre le bruit des vagues s'écrasant sur un rivage. Et maintenant, j'imagine Mars, un endroit où l'on peut encore entendre le bruit des vagues battre les rives d'immenses lacs mystérieux, disparus depuis longtemps. Au cours de sa mission, Curiosity a également rencontré un objet métallique qui s'est avéré être une météorite. Cet étrange rocher venu de l'espace est composé de nickel et de fer. Il s'appelle Cacao, fait la taille d'une petite voiture, 2 mètres de long, et pèse plus d'1 tonne. Il s'agit d'une découverte importante, car il est rare de trouver des objets métalliques à la surface de Mars. La plupart des roches sont constituées de basalte ou d'autres matériaux volcaniques. Ce morceau de métal pourrait donc nous en apprendre davantage sur l'histoire de Mars et sur la façon dont la planète s'est formée. De plus, il est tout à fait remarquable. La surface de Mars est rouge à cause des oxydes, tandis que Cacao a un aspect métallique gris foncé. Il est également arrondi et lisse, ce qui signifie bien qu'il a traversé l'atmosphère de Mars. D'autres robots ont exploré Mars. Par exemple,
le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, de la NASA, a découvert des dunes de sable circulaires. Les dunes de sable sont très répandues sur la planète rouge. Elles se présentent sous différentes formes et tailles. Mais ces dunes circulaires-là sont beaucoup plus rares. Elles sont constituées de sable foncé et sont entourées de matériaux plus clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont disposées selon un schéma spécifique, comme les rayons d'une roue. Cela pourrait être dû à la façon dont les vents soufflent à cet endroit. Mais revenons à notre ami Curiosity. Il a découvert bien d'autres choses intéressantes, comme les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, par exemple. Les niveaux changent en fonction des saisons. Il y a plus d'oxygène au printemps et en été. On ne sait pas encore pourquoi. Mais bien sûr, ces niveaux restent insuffisants pour que nous puissions respirer sur Mars. La concentration d'oxygène y est de 0,1%, soit environ 100 fois moins que dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone, avec des traces d'autres gaz. Curiosity a également décidé d'analyser l'âge des roches découvertes. Et il semble qu'elles soient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait. Certaines remontent à plus de 3 milliards d'années. Notre rover a aussi trouvé des molécules organiques dans des échantillons de sol. Ces molécules sont en fait les éléments constitutifs de la vie. Cela ne prouve pas qu'il y ait effectivement de la vie sur Mars. C'est simplement l'un des éléments qui suggère qu'il pourrait y avoir eu une forme de vie il y a très longtemps. Curiosity a décelé des preuves potentielles de l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide sous la calotte polaire sud, probablement très salé et rempli de différents minéraux. Cette salinité élevée est la raison pour laquelle cette eau pourrait rester liquide à des températures bien inférieures au point de congélation. Ce serait plutôt sympa de disposer d'un océan souterrain dans lequel se baigner, surtout lorsque ces vents martiens fous font rage à la surface. Et ce serait génial d'avoir quelque chose qui nous protégerait des niveaux de radiation insensés sur la planète rouge. Le sol martien contient des substances chimiques et des sels toxiques qui peuvent être très nocifs pour l'homme. Les astronautes pourraient être exposés à ces substances toxiques, soit par contact direct avec le sol, soit en inhalant des poussières contenant ces sels. De plus, ces substances pourraient poser un problème pour les cultures. Il s'agit d'une découverte très importante pour les futures missions sur Mars, car les astronautes devront être en mesure de cultiver leur propre nourriture pour pouvoir survivre. Un autre élément favorable à l'idée d'une vie potentielle sur Mars est la découverte de méthane. Le méthane est une découverte très importante car, habituellement, ce sont les organismes vivants qui le produisent. Sans eux, d'où pourrait-il provenir? En réalité, il y a plusieurs explications possibles. Il y a par exemple l'activité géologique des réservoirs souterrains. Une autre idée est que des météorites auraient apporté ce méthane sur la planète rouge. Fait intéressant, les niveaux de méthane sont plus élevés dans certaines zones. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'aime bien la théorie selon laquelle le méthane proviendrait d'organismes vivants. Il est possible que les volcans de Mars soient encore actifs. Nous savons qu'il existe de nombreux volcans éteints sur la planète rouge, mais nous n'avons jamais trouvé suffisamment de preuves pour affirmer que certains d'entre eux sont encore vivants. Des scientifiques ont étudié des dépôts volcaniques et ont découvert que certains volcans pourraient être entrés en éruption il y a environ 5000 ans. Auparavant, tout le monde pensait que la dernière éruption s'était produite il y a 3 à 4 milliards d'années. Si l'on pouvait comprimer l'histoire géologique de Mars en une seule journée, cela équivaudrait à une éruption survenue il y a une seconde. Alors, on ne sait jamais. Le magma bouillonne peut-être encore secrètement sous la surface martienne. Les générations futures venues y bâtir des colonies auraient de quoi vraiment s'amuser. Mais Mars est un endroit froid et stérile sur lequel la vie n'est plus possible. Et l'une des principales raisons est la perte de son atmosphère. La planète rouge avait autrefois une atmosphère beaucoup plus épaisse, semblable à celle de la Terre. Ce phénomène s'explique en grande partie par la faiblesse relative de son champ magnétique. Le champ magnétique terrestre protège notre atmosphère du vent solaire, un flux de particules chargées provenant de notre bel astre. Sans un champ magnétique puissant, Mars n'a pas pu se protéger face à cette force dévastatrice qui a fini par emporter la plus grande partie de son atmosphère.
Un autre facteur ayant joué un rôle important dans la perte de l'atmosphère de Mars est sa gravité relativement faible. La gravité de Mars étant plus faible que celle de la Terre, les molécules de gaz s'échappent plus facilement dans l'espace. Mars était donc assez proche de notre planète à une certaine époque. Mais avec son atmosphère ténue, elle ne peut pas conserver la chaleur, ce qui la rend très froide et très difficile à explorer pour nous. Mais c'est peut-être une bonne chose que nous n'ayons pas eu l'occasion de visiter la planète rouge à sa belle époque. On dit qu'un immense déluge y aurait eu lieu. Oui, Mars était très probablement plus humide et plus hospitalière qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec de belles rivières et de magnifiques lacs, étangs et autres étendues d'eau. Certaines recherches ont également mis en évidence l'existence de grands canaux creusés à la surface de la planète. Ces canaux sont bien plus grands que tous ceux que nous avons pu découvrir par le passé. Ils suggèrent que ce grand déluge s'est produit il y a des milliards d'années. Il a peut-être été causé par différents phénomènes, tels que l'activité volcanique, la fonte des glaces et la libération de dioxyde de carbone par la croûte terrestre. Ce déluge aurait peut-être même créé des étendues d'eau temporaires. Espérons que nous trouverons davantage d'indices de la présence de traces de vie microbienne. Ce serait quand même sympa. Imagine que tu sois l'une des premières personnes envoyées pour explorer Mars. Alors que tu approches de la planète rouge, quelque chose d'étrange et d'effrayant attire ton attention. Là, oui, juste là. Ne ressemble-t-elle pas à une tête d'ours en peluche? Qui donc pourrait bien avoir créé le museau d'un ours au beau milieu d'un cratère? Hélas, ou devrait-on dire heureusement, cette tête d'ours n'a rien de mystérieux. Il s'agit seulement d'un exemple frappant de pareidolie faciale. Il s'agit d'une tendance très humaine à distinguer des visages dans les objets du quotidien. Mais en parlant de cette découverte martienne, devrions-nous renommer le phénomène en pareidolie de l'ours? D'accord, regarde plutôt ça. Tu vois cette colline en forme de V qui ressemble à un nez. Ensuite, il y a 2 cratères qui ressemblent à des yeux. Enfin, une fracture circulaire, la tête entoure le nez et les yeux. Les experts pensent que ce visage a pu être créé lorsqu'un dépôt s'est déposé sur un cratère d'impact enfoui. Quant au nez, il pourrait s'agir d'une cheminée volcanique ou de boue, entourée de coulées de lave ou de sédiments solidifiés. Quoi qu'il en soit, ce cratère ressemble à la tête d'un ourson. Ça, on te l'accorde, mais grâce à IRIS, la caméra High Resolution Imaging Science Experiment de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, un autre des très nombreux acronymes de la NASA, nous avons pu observer beaucoup d'autres cratères bizarres sur la planète rouge, comme des visages souriants, un oiseau ou un éléphant. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au célèbre « Visage de Mars ». Ces images ont été prises pour la première fois par l'orbiteur Viking en 1976. À l'époque, la résolution était évidemment très faible et l'éclairage se trouvait incliné. Ce qui a produit ce résultat qui a choqué les gens dans les années 1970. Un visage taillé dans la roche qui regarde vers la Terre. Cela signifiait-il qu'une autre civilisation sur Mars avait créé ce monument? Non. Regarde donc une photo du même endroit prise par l'actuel Mars Reconnaissance Orbiter. La résolution est bien meilleure, et le visage s'est miraculeusement transformé en une colline ordinaire. Ou encore, ce tout petit Bigfoot dont l'image a été prise en 2008. On dit tout petit parce que cette créature ne mesure que quelques centimètres. Et lorsque la photo a été prise, Bigfoot ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'appareil. Et ici, un petit curieux a zoomé sur un rocher et a repéré quelque chose qui s'apparentait à un gorille. C'est ainsi que certains ont commencé à croire qu'il y avait des singes sur Mars. Oui, vraiment. Permets-nous de te présenter quelques autres exemples de créatures et de visages imaginaires de la planète rouge. La plupart d'entre eux proviennent d'une série d'images prises par la caméra Themis. Elle se trouve actuellement à bord de la sonde Mars Odyssey, qui n'a besoin que de 2 heures pour accomplir une orbite autour de la planète rouge et qui transporte d'importants instruments scientifiques. Faisons maintenant la connaissance de My Happy Martian. Ce cratère de 3 km de large a été photographié en 2008. La chaîne de cratères suivante ressemble à une grosse abeille, avec ses ailes faites de débris d'impact. L'ensemble a probablement été créé par une météorite tombée à un angle très incliné, et qui s'est brisée en morceaux juste avant l'impact. Vois-tu ici un mammouth laineux ou un éléphant? Les coulées de lave d'une région de Mars ont imprimé cette image sur son sol rougeâtre. La région elle-même, appelée Elysium Planitia, est célèbre pour arborer les plus jeunes coulées de lave de la planète. Par exemple, celle qui ressemble à un éléphant s'est probablement formée au cours des 100 derniers millions d'années. Ah, ça ne me rajeunit pas. Parlons maintenant d'amour, ou plutôt de son symbole, le cœur.
Tu aimes ces deux cœurs à la surface de la planète rouge? Celui-ci est en fait le sommet d'une mesa souligné par le gel environnant. Et cette forme de cœur-ci est due à un cratère d'impact qui a arraché les matériaux sombres de la surface et exposé un sol plus clair en dessous. Une partie de ces matériaux a probablement volé au loin, créant ainsi ce cœur. Et voici un colibri couvert de poussière. Peux-tu distinguer son long bec et sa tête? Les scientifiques ne savent pas exactement comment cette forme est apparue, mais ils pensent que l'érosion et le vent ont joué un rôle dans sa création. Les dépôts minéraux sombres sur ces dunes ressemblent à un loup hurlant à la lune. Et ici, vois-tu une série d'engrenages imbriqués? Et cette image-là ressemble à la lettre T, n'est-ce pas? Ces fractures à angle droit ont été créées par l'étirement tectonique de la croûte martienne. Penses-tu que nous pourrions découvrir d'autres lettres de l'alphabet sur Mars? Pourquoi pas, après tout? Et maintenant, que dire d'une autre chose étrange que les astronomes ont remarqué à la surface de Mars? Est-ce que c'est la porte de la maison de quelqu'un? C'est le rover Curiosity de la NASA qui a transmis cette image à la Terre. Elle est devenue virale. Parce que cette formation juste ici, tu vois, ressemble à s'y méprendre à une porte. Malheureusement, les scientifiques, fidèles à leur esprit cartésien, n'ont pas tardé à nous décevoir. Ils ont avancé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices leur ont fait penser qu'il ne s'agissait pas d'une véritable porte. Par exemple, l'ouverture est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Ils sont persuadés que ce que nous prenons pour une porte n'est en fait qu'une anfractuosité dans la roche créée par des forces naturelles, comme le vent et l'érosion. Si tu regardes la roche de près, tu remarqueras peut-être des strates, c'est-à-dire des couches de limon qui ressortent parce qu'elles sont plus dures que le matériau qui les entoure. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années, dans le lit d'une rivière ou une dune balayée par le vent. Depuis que ces strates sont devenues invisibles, les puissants vents martiens les ont encore plus érodées. Et regarde plutôt ça, tu vois ces fissures? C'est ainsi que les roches se dégradent sur la planète rouge. Cette petite grotte s'est probablement formée lorsque plusieurs fractures ont traversé les strates. Un rocher assez gros a pu s'effondrer sous son propre poids, et c'est ainsi qu'est née l'ouverture en forme de porte. Cette théorie semble tout à fait plausible, car même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle l'est tout de même suffisamment pour accomplir cela. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Il présente un bord vertical étrangement lisse. Ce doit être lui le responsable, et il s'est probablement affaissé il n'y a pas si longtemps. Mais la planète rouge n'est pas la seule à pouvoir se targuer de ces formations inhabituelles. Prenons par exemple cette comète. Cette image a été prise par la sonde européenne Rosetta en 2014. Vois-tu un visage sur son côté droit? Ou prends encore la Lune. Voici son célèbre lapin. Il est assis à l'envers, les oreilles dirigées vers le bas. Certains voient aussi un homme sur la Lune. Il peut s'agir de son visage ou de son corps tout entier. Si quelqu'un distingue la figure humaine dans son ensemble, il aura généralement l'impression qu'elle porte un bâton. Parfois, il s'agit d'un crapaud. Pour le repérer, il suffit de regarder en haut à gauche de notre satellite. Le crapaud est tourné vers le haut, tu vois? Maintenant, regarde cette étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Un tel astre est le noyau effondré d'une étoile gigantesque d'une masse totale de 10 à 25 masses solaires. À l'exception des trous noirs et de certains objets hypothétiques, comme les étoiles à quarks ou les trous blancs, les étoiles à neutrons sont les objets stellaires les plus denses et les plus petits que nous connaissions. Quoi qu'il en soit, revenons à cette étoile en particulier. Comme tu le vois, cet objet spatial situé à 17 000 années-lumière de la Terre est entouré d'un nuage de particules énergétiques. Cette image, prise par Chandra, le télescope spatial à rayons X de la NASA, est parue en 2009 et est rapidement devenue virale. Tout cela parce que de nombreuses personnes ont repéré une structure ressemblant à une main au milieu de toute cette matière spatiale en suspension. La NASA a expliqué que l'étoile tournait à une vitesse prodigieuse et qu'elle projetait de l'énergie dans l'espace environnant. Cela crée des structures complexes et intrigantes, comme la grande main cosmique que tant de gens voient ici. Observe maintenant la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion. Il s'agit d'un nuage sombre et glacial de poussière et de gaz qui a été observé pour la première fois en 1888. Cette ombre est sculptée dans la poussière même. À la base de la nébuleuse, on compte de nombreux points lumineux. Ce sont de jeunes étoiles en cours de formation. Observe plutôt cette étoile extrêmement brillante en haut à gauche de la tête de cheval. Son rayonnement est si intense que l'étoile commence à éroder le nuage qui l'entoure. Cela signifie que dans des millions d'années, la nébuleuse pourrait ne plus ressembler à une tête de cheval. Nous, on ne sera plus là à ce moment-là. Enfin, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral a capturé une image dans laquelle on peut observer la collision de 3 galaxies différentes. On peut même observer l'effet qu'elles exercent l'une sur l'autre. Mais le plus singulier, c'est qu'en entrant en collision,
Elles ont créé cette forme reconnaissable. Ne ressemble-t-elle pas à un colibri géant de l'espace ? Quelque chose s'approche de la surface de la planète. Il s'agit d'une boule de feu qui se rapproche de plus en plus à une vitesse phénoménale. Bientôt, il devient évident que la collision est inévitable. Bam ! L'impact laisse un énorme cratère. Il vaporise des milliers de kilomètres cubes de roches solides et il déclenche une série de terribles catastrophes naturelles. Oui, je sais ce que tu te dis. Tu crois que je parle de la collision cataclysmique qui s'est produite il y a environ 66 millions d'années sur Terre. Tu sais, celle qui est responsable de l'extinction de la plupart des dinosaures et des 3/4 des autres formes de vie du globe. Mais non, la catastrophe dont je parle s'est produite sur une autre planète. Les scientifiques pensent que notre prochaine voisine, Mars, a connu la même catastrophe que la Terre. Cela se serait passé il y a environ 3,4 milliards d'années. La collision d'un astéroïde pourrait ainsi avoir provoqué un méga tsunami sur la planète rouge, semblable à celui provoqué par l'impact de Chicxulub sur notre Terre. Les chercheurs ont identifié un cratère d'impact sur Mars qui a probablement été laissé par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec sa surface. Ce corps spatial s'est vraisemblablement écrasé dans un océan situé dans les basses terres du nord de la planète Mars. L'impact a été si puissant qu'il a provoqué un immense raz-de-marée. Avant les études les plus récentes, l'emplacement exact de ce cratère n'avait pas encore été vérifié. Il n'était que théorique. Pour le confirmer, une équipe d'astronomes a simulé l'impact d'une comète ou d'un astéroïde dans la zone où ils supposaient que se trouvait le cratère. Ils ont même baptisé celui-ci Pôle. Pôle mesure 109 km de diamètre et se trouve dans une région située à près de 120 mètres sous le niveau supposé de la mer. En tout état de cause, ces simulations ont généré plusieurs cratères de la même taille que Pôle. L'une de ces modélisations tend même à prouver que ce cratère aurait été laissé par un astéroïde de 8 km de large, qui aurait rencontré une forte résistance au sol. Une autre simulation a montré que le cratère pourrait avoir été causé par un astéroïde un peu plus petit et qui aurait rencontré une résistance au sol plus faible. Mais d'après les deux schémas, le cratère d'impact aurait eu un diamètre de près de 112 km. Et le méga tsunami provoqué par la collision se serait propagé jusqu'à 1450 km du point d'impact. Ces simulations ont également aidé les scientifiques à estimer la hauteur du tsunami. Il mesurait environ 250 mètres de haut, soit presque autant que la Tour Eiffel. Les auteurs de cette étude suggèrent également que le cratère Pôle pourrait être similaire au cratère d'impact de Chicxulub sur notre planète. La météorite de Chicxulub, telle que nous la connaissons aujourd'hui, proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 10 km de diamètre et il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. Cette collision a été si puissante qu'elle a laissé sa marque sur toute la surface de notre planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait causé des méga-ondulations de la croûte terrestre dans l'actuelle région du centre de la Louisiane. Une étude encore plus récente suggère que l'astéroïde aurait également déclenché un tsunami si dévastateur qu'il a arraché des sédiments du plancher océanique jusqu'à l'autre bout du monde. L'équipe scientifique a reconstitué les événements des 10 premières minutes suivant l'impact. Ce modèle a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus fortes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui de l'océan Indien qui a frappé l'Indonésie en 2004. La collision a déplacé une telle quantité d'eau qu'elle a généré une vague de presque 2 km de haut. C'est comme 2 Burj Khalifa, soit la plus haute construction du monde, empilés l'un sur l'autre. Et bien sûr, tout cet espace vide n'est pas resté vide bien longtemps. L'océan s'est engouffré dans le cratère d'impact, mais ce faisant, il n'a fait que s'abattre sur ses rebords, ce qui a produit encore plus de vagues. Par la suite, des raz-de-marée de plus de 10 mètres de haut ont sillonné le monde à une vitesse d'1 mètre par seconde, frappant toutes les côtes sur leur passage. Imagine un immeuble de 3 étages qui se précipite sur toi. Il n'est pas étonnant que les vagues les plus importantes et les plus rapides se soient produites près de la zone d'impact, dans les eaux libres du golfe du Mexique. Celles-ci ont atteint une hauteur de plus de 100 mètres, soit davantage que la Statue de la Liberté, et se sont déplacées à une vitesse 10 fois supérieure à celle des vagues tsunami les plus éloignées.
Mais revenons à la planète rouge. Certains experts pensent que ce n'est pas un, mais 2 méga-tsunamis qui auraient pu déchirer Mars. Ils pourraient avoir été déclenchés par 2 impacts de météorites qui se seraient produits à plusieurs millions d'années d'intervalle. Entre ces 2 collisions, Mars a connu une période de changement climatique, en conséquence de quoi l'eau liquide à sa surface s'est transformée en glace. En d'autres termes, le premier impact d'astéroïde a probablement entraîné des vagues d'eau liquide. Quant au second tsunami, il aura probablement été constitué d'éclats de glace. Par ailleurs, le plus gros astéroïde à avoir jamais percuté la Terre ne serait peut-être pas celui qui a mis fin à l'existence des dinosaures. Une collision beaucoup plus dévastatrice s'est probablement produite il y a environ 3,5 milliards d'années. De nouvelles preuves découvertes par les scientifiques dans le nord-ouest de l'Australie suggèrent que l'astéroïde dont nous parlons avait un diamètre de 20 à 30 km. Il aurait heurté la Terre à une vitesse phénoménale, libérant une inimaginable quantité d'énergie. Voilà qui prête à réflexion. Et si une chose pareille se produisait de nos jours ? Plus de 30 000 objets qui tournent autour de la Terre en ce moment même pourraient potentiellement s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont les vestiges de la formation de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ainsi, en 2004, des astronomes ont découvert un énorme astéroïde qui s'approchait de la Terre. Les premières observations ont montré que le risque que cette roche spatiale heurte notre planète était inférieur à 3%. Cet astéroïde a été baptisé Apophis. Il mesure plus de 365 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il devrait traverser notre ciel le 13 avril 2029. Apophis passera à une distance de 30 000 km de la surface terrestre. Mais même si ce caillou manque notre planète en 2029, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas 15 ans plus tard, en 2036. Si un tel objet nous heurtait, les conséquences seraient imprévisibles. Elles pourraient aller de l'explosion des fenêtres alentour à la disparition de la plupart des formes de vie terrestres. Ah, et ça détraquera probablement Internet. Oui, cette dernière pensée est vraiment effrayante. Mais fort heureusement, nos technologies modernes peuvent nous aider à éviter ces conséquences dramatiques. Les experts ont mis au point plusieurs moyens d'éviter qu'un scénario catastrophe ne se concrétise. Tout d'abord, nous pourrions utiliser un engin spatial pour faire dévier de sa trajectoire ce visiteur venu de l'espace. On pourrait aussi le faire exploser en 1000 morceaux. Les scientifiques pourraient également ralentir l'astéroïde à l'aide d'une concentration de lumière solaire. Enfin, on pourrait probablement l'éloigner à l'aide d'un tracteur gravitationnel. Il s'agit, dans la théorie, d'un engin spatial capable d'influer sur des objets spatiaux sans les toucher. Dans les films de science-fiction, il arrive souvent qu'un énorme astéroïde s'approche en douce de la Terre et se révèle être une très mauvaise surprise pour les astronomes. Il se précipite sur notre planète à une vitesse vertigineuse et n'est découvert que quelques semaines, voire quelques jours, avant la collision. En réalité, les scientifiques surveillent en permanence tous les objets massifs qui se trouvent dans le voisinage de la Terre. Cela signifie qu'il y a suffisamment de temps pour réagir avant que l'inévitable ne se produise. Il existe 3 types de missions que les scientifiques pourraient échafauder à court terme. Le type 0, un engin spatial lourd qui se précipite vers l'intrus avec un seul objectif, le faire dévier de sa trajectoire. Dans un pareil cas, les astronomes doivent s'appuyer sur les informations déjà disponibles. La mission de type 1 implique une sorte d'éclaireur. Il serait d'abord envoyé pour obtenir des informations plus précises sur cette roche spatiale. Ce n'est qu'ensuite que l'engin principal serait lancé. Avec des informations plus détaillées, son voyage n'en sera que plus fructueux. Si les scientifiques choisissent la mission de type 2, ils enverront simultanément un éclaireur et un petit engin spatial. Ce dernier dévierait légèrement l'astéroïde de sa trajectoire et l'éclaireur recueillerait ensuite toutes les informations nécessaires. Sur la base de ces données, l'engin spatial terminerait son travail par une seconde poussée plus précise de l'astéroïde. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, on pourrait essayer de se réfugier sous terre ou même de construire des abris au fond de l'océan. Mais dans un pareil cas, il faudrait trouver des sources d'énergie qui nous permettent de survivre pendant au moins plusieurs décennies. En outre, il nous faudrait créer un système de survie capable de nous approvisionner en air et en eau douce.